Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Et des bons matchs, il y en a eu d'autres aussi cette semaine, des matchs de Coupe d'Europe notamment, mais là on parle de football. On va récapituler les différents résultats des différents clubs français engagés en Coupe d'Europe avec notre invité Clément Pernia. Bonsoir à vous. Bonsoir. Journaliste et auteur de ce livre, La République du foot, c'est publié aux éditions Amphora. Bon, La République du foot, si elle est française, c'est plutôt bien comporté cette semaine. On va récapituler les différents résultats. D'abord, en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a fait un festival contre le Maccabi Haïfa. Ça a été spectaculaire. 7-2, le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête de son groupe, ex-aequo avec les Portugais du Benfica, 11 points chacun. On va aussi parler de l'Olympique de Marseille qui s'est incliné à Francfort, mais qui garde une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, malgré son actuelle dernière place dans son groupe. Revenons d'abord, Clément Pernia, si vous le voulez bien, sur la performance du Paris Saint-Germain, parce que c'était un véritable feu d'artifice, il n'y a pas d'autre mot. Oui, c'est le match le plus abouti du PSG cette saison. C'est vrai que c'est une équipe qui est assez décriée ces derniers temps par la qualité du jeu qu'elle propose à son public. Là, ça fait quand même 2-3 matchs depuis le changement de système de Christophe Galtier que Paris joue mieux, que Paris propose un meilleur contenu. Et ça s'est quelque part concrétisé cette semaine contre Haïfa. Alors certains diront que l'adversaire était assez faible, sauf que c'est un adversaire qui avait posé beaucoup de soucis au PSG au match aller. C'est un adversaire qui a battu la Juventus de Turin. Et c'est aussi une victoire, il faut le souligner, d'ampleur qui compte pour le PSG, puisque la première place du groupe va se jouer au goal average avec Benfica. Et la différence de but. Voilà, différence de but. Et mine de rien, gagner 7-2, c'est tout sauf anecdotique ce coup-ci, puisque ça permet au PSG d'être en bonne posture pour être leader de son groupe. Oui, en tout cas, ça lui permettrait aussi de choisir un adversaire a priori plus facile pour les huitièmes de finale. Je dis bien a priori, parce que c'est arrivé plus d'une fois aux Parisiens de penser avoir hérité d'un adversaire facile et de se casser les dents en huitièmes de finale. Et de jouer le match retour au Parc des Princes. Exactement. Ça, c'est l'autre avantage aussi quand vous terminez premier de votre groupe. Alors, techniquement, eux aussi peuvent terminer premier de leur groupe sur le papier en Ligue des Champions. C'est l'Olympique de Marseille. Pourtant, Marseille a perdu 2-1 à Francfort cette semaine. Marseille est quatrième de son groupe, c'est-à-dire dernier, à 6 points. Mais il se trouve que le premier, Tottenham, n'est que 2 points devant, à 8 points. Et il y a ensuite le Sporting Portugal et Francfort à 7 points chacun. Tout reste ouvert, mais est-ce qu'il faut y croire pour les Marseillais ? Alors oui, il faut y croire, forcément. Il faut y croire pour plusieurs raisons. Parce que, comme vous l'avez souligné, mathématiquement, c'est jouable. Parce que l'OM jouera à domicile. Et on sait qu'au Vélodrome, dans une ambiance de feu qui s'annonce, l'OM est capable de renverser des montagnes quelque part. Et parce que l'adversaire en question n'est pas insurmontable. On l'a vu au match aller, Marseille avait fait belle figure à Londres face aux Spurs. Tottenham a gagné difficilement contre le Sporting. Tottenham gagne ses matchs, mais dans la difficulté, au forceps, et ne montre pas un visage d'équipe imbattable. En revanche, la dimension plutôt inquiétante pour l'OM, c'est la dynamique qui est très mauvaise. 4 défaites d'affilée en tout. On se souvient du Classico, de la défaite contre Lens, de la perd contre Tottenham. L'OM n'arrive plus à renouer avec le succès. L'OM est en panne, ne trouve pas les ressources pour faire la différence, montre quelques signes de fragilité à la fois offensive et défensive. Comment ça s'explique alors que les Marseillais semblaient marcher sur l'eau, il faut bien le dire, depuis le début de la saison? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Je pense qu'il y a une perte de confiance, notamment offensive, où l'OM marque très peu. Et si le jeu proposé est plutôt alléchant, dans l'avant-dernier geste et dans le dernier geste, il y a un manque de confiance criant. Il y a aussi physiquement un frein. Voilà, l'OM cale un peu physiquement. L'OM s'est beaucoup dépensé. Mine de rien, l'effectif n'est pas si riche que ça numériquement, et on arrive à un stade de la saison où peut-être que les organismes souffrent aussi. L'OM a aussi joué des équipes de qualité. Et après, voilà, c'est un cercle vicieux. Vous savez, quand on enchaîne les défaites, les contre-performances, quand la pression monte, en général, il peut y avoir des moments de doute. Alors là, il va falloir... Là, après tout, là, ce qu'on peut dire, c'est que l'OM est au pied du mur. L'OM doit absolument s'imposer. Et quelque part, le contexte est peut-être parfait pour enclencher un nouveau départ, pour enclencher un renouveau, parce que l'OM pourra bénéficier d'un soutien populaire
assez dingue, puisque tout est possible, comme on l'a dit mardi. Et ça promet une chaude ambiance ce mardi au stade Vélodrome, qui sera évidemment à guichet fermé. On peut attendre aussi des milliers de supporters londoniens pour Tottenham. Ce sera une belle affiche et c'est le moment ou jamais pour les Marseillais de relever la tête. Parlons de l'Europa League, c'est la petite Coupe d'Europe, alors petite mais avec un grand P quand même, parce qu'il y a un certain nombre d'équipes prestigieuses. Monaco a mené sur la pelouse de Ferencváros avant de se faire égaliser un partout. Rennes, ça c'est incroyable, mené 3-0 avant de se faire rejoindre, 3 partout contre Fenerbahçe. Vous avez eu des victoires à l'arraché de Nantes contre Karabakh, c'est en C3. Vous avez eu Nice qui l'a emporté 2-1 contre le Partizan Belgrade, ça c'est en C4. La petite Coupe d'Europe. Bref, des résultats assez dans l'ensemble plutôt favorables au football français cette semaine. Ouais, alors l'ensemble est plutôt favorable, ça reste quand même assez contrasté. J'ai envie quand même de noter c'est un peu le bol d'air frais, la victoire de Nantes, qui est encore dans la course pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Le FC Nantes. Et surtout, c'est un bol d'air frais parce que Nantes traverse une période compliquée. En Ligue 1, ils enchaînent les contre-performances, en Coupe d'Europe aussi. Et là, cette victoire dans les arrêts de jeu pour le retour du club en Coupe d'Europe, voilà, c'est positif. Et le dernier match se jouera à l'Olympiakos en Grèce. Et voilà, c'est complètement jouable sportivement parlant. Ouais, on rappelle que le FC Nantes en ce moment est 15e à 2 places des places de relégables en Ligue 1. Mais pour l'instant, c'est vrai, il y a un bol d'air frais en Coupe d'Europe pour Nantes. C'est clair. Alors Rennes a fait. Alors Rennes, c'est compliqué. Rennes, c'est dommage. C'est très frustrant parce que alors le scénario est dramatique. Gagner 3-0 en Turquie face au Fenerbahçe, se faire remonter à 3-3. Évidemment que c'est terrible. Ça pose d'ailleurs question sur le moral de cette équipe et sur les prochains rendez-vous, même en France d'ailleurs, parce que moralement parlant, ça laisse des traces. Ah oui, ça laisse des traces. On sait que c'est jamais facile de jouer en Turquie face au Fenerbahçe. L'ambiance est très chaude. Mais effectivement, c'est surtout dommage sportivement parce que en finissant premier de sa poule, Rennes a l'opportunité de sauter le 16e de finale pour aller directement en 8e. Là, le Rennes est toujours 2e. Et voilà, ils auraient pu s'épargner 2 matchs qu'ils vont devoir jouer. Pareil pour Monaco d'ailleurs. Monaco qui menait en Hongrie 1-0 et qui avait l'opportunité de prendre la première place et de chahuter ce club hongrois. Et bien là, en se faisant égaliser et en concédant le match nul, pareil, ils vont probablement finir 2e et c'est dommage. Et Nice en conférence fait le job et voilà, c'est plutôt positif. Nice qui enchaîne après avoir accroché un match nul contre Nantes. Disons que Nice, il y a un effectif un peu plus riche que Nantes, par exemple. Et voilà, les perspectives européennes peuvent paraître un peu plus claires pour Nice, qui, en étant premier de sa poule, peut rêver quelque part d'un printemps européen. Pourquoi pas offrir des émotions à ses supporters. On sait que pour ce genre de club qui bataille toute la saison pour se qualifier en Coupe d'Europe, quelque part, c'est aussi l'objectif recherché, c'est offrir des scénarios, offrir des émotions à leurs supporters. Exactement. Merci beaucoup Clément Pernia. Merci à vous. Les émotions pour les supporters, on en vivra d'autres cette semaine, aussi bien en football qu'en rugby, d'ailleurs sur Sud Radio. Merci à vous. Je rappelle la référence de votre livre La République du foot. C'est publié aux éditions Amphora. Tout de suite, on vous parle d'un salon qui est très important et on va vous expliquer pourquoi il est si important et pourquoi justement la France y fait pas le figure. Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Nous parlons du salon Sportel, le Sportel en général, avec un grand S. C'était cette semaine, il en revient, c'est notre invité Vincent Chaudel. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Je vous dis bonsoir parce qu'on a l'habitude de vous retrouver tôt le matin dans le journal des sports de Morgane Thomas du Grand Matin Week-end. On vous retrouvera d'ailleurs demain à 8h33 sur Sud Radio. Revenons sur cet événement. C'était mardi et mercredi dernier. C'était à Monaco. Le Sportel, ça rassemble les différentes compétitions sportives internationales et en même temps les médias les plus puissants. Qui y était ? Eh bien, on a pu retrouver les Américains. On a vu la NBA, la NFL, la MLB. On a vu aussi donc le basket, le football, on a vu des boxeurs. Le football américain, le baseball. On a vu des grandes ligues européennes, la Bundesliga qui avait un très joli stand, la Liga, la Ligue espagnole, et son directeur, son président, Javier Tebas, qui a pris la parole. Et malheureusement, la présence des clubs français, ou du moins les clubs français ont brillé plutôt par leur absence. La Ligue avait un stand, mais clairement pas au même niveau que l'ambition de ses
concurrents, puisque on peut parler de concurrence à ce niveau-là. Donc ça me semble être un sujet important, parce que si les Américains sont là, c'est pas uniquement pour représenter pour présenter leur maillot, leur casquette et autres, c'est bien pour faire du commerce et notamment vendre des droits télé, ce qui est le talon d'Achille du football français, c'est ces droits à l'international. Alors donc, justement, voilà, vous venez de me dire, loupé peut-être. Vous venez de me dire qui venait à ce Sportel, donc des compétitions sportives, qui installent des stands. Elle les installe pour qui, justement? Qui vient rencontrer les représentants de ces compétitions? Eh bien, sur ce salon, il y a eu 1900 participants, dont 800 entreprises, et dedans, des acheteurs et des décideurs. Ils achètent quoi? Ils achètent des droits, ils achètent des solutions techniques, et donc des solutions techniques pour être mieux diffusées, pour éviter les problèmes comme on a pu avoir avec Canal+, pour PSG Juve, par exemple. Il y avait ces solutions-là. Il y a clairement une notion de rencontre, de place de marché entre des acheteurs et des vendeurs, des détenteurs de droits, par exemple. Des détenteurs de droits. Donc, en gros, l'enjeu de ce salon, c'est de savoir comment et par qui on sera diffusé demain. Est-ce que c'est par la télé? Est-ce que c'est en streaming sur Internet? Est-ce que c'est par un autre canal? Pourquoi pas par une radio? Vous nous dites que les Français n'y étaient pas. Qu'est-ce qu'on pouvait voir une fois qu'on avait vu que les Français n'y étaient quasiment pas? On a vu des innovations? On a pu voir des solutions. Non, on a vu des créateurs ou des propositions de valeur en termes de nouvelles technologies, en termes de métaverse, en termes de NFT. Ce sont tous les aspects de ce qu'on appelle du Web 3.0 qui permettent effectivement de passer d'une diffusion classique telle qu'on l'a connue jusqu'ici, c'est-à-dire hertzienne ou câblo-satellitaire, à du numérique. Et là, à ce niveau-là, c'est clairement le levier de demain. Et ça veut dire que les compétitions... Il y en avait dans les allées et pas trop sur les stands. Et comment ça s'explique? Ce sera ma dernière question, Vincent Chaudel. On sait que ce sont les revenus de demain pour les compétitions sportives, que les compétitions françaises se plaignent toujours d'avoir des moyens inférieurs à leurs rivales internationales. Et là, dans le gisement de revenus de demain, on a l'impression que les Français misent pas. Mais c'est justement cela qu'il faut pointer du doigt, c'est-à-dire que l'argent qui viendra de l'international ne viendra pas par miracle, il faut s'en donner les moyens. Quand la Liga a voulu développer ses droits internationaux, elle a fait en sorte d'avoir 50 représentants commerciaux dans les différents territoires. Là, je tiens à préciser, par exemple, sur l'aspect digital, la LNR, la Ligue de rugby, est la première à aller sur les NFT avant même la Ligue de football. Donc la Ligue de football, il faut qu'elle réagisse. Alors, c'est certainement ce qu'elle doit préparer actuellement avec le nouveau fonds qui l'a rejoint, qui a misé 1,5 milliard pour prendre une partie du capital, et il va falloir réellement réagir avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup pour cet éclairage, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. On vous retrouve demain? On vous retrouve demain dans le Journal des Sports sur Sud Radio, dans le Grand Matin Week-end, avec Laurence Garcia et avec Morgane Thomas. Vous interviendrez à 8h33. Très précisément, chers amis, c'est la fin des vraies voix du sport. C'est aussi la disparition tragique d'une immense voix, l'une des plus connues. Vous l'entendez en ce moment. Il vient de nous quitter, c'est Jerry Lee Lewis, légende du rock'n'roll, connu notamment pour le titre Great Balls of Fire. Il est mort aujourd'hui à 87 ans. On l'apprend par l'agence France Presse. Jerry Lee Lewis qui nous a quittés. Quant à nous, on se quitte aussi, mais nous on vient lundi prochain à 17h avec Cécile de Ménibus. La suite de votre soirée dans quelques minutes. Alexandre Priam que vous retrouverez, Sud Radio Rugby, toute la Pro D2 sur Sud Radio en exclusivité. Mais avant ça, place à Stéphane Moller.